Salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Nous sommes très heureux de vous retrouver une fois de plus pour une nouvelle émission et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Je vous rappelle que nous sommes sur notre page OM Nation Genève que vous pouvez retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Au programme ce soir, fin d'invincibilité après 14 matchs à l'extérieur en Ligue 1. Est-ce un revers majeur ou anodin? Un second carton jaune pour Gay qui fait débat. Peut-on parler d'erreur d'arbitrage? Son expulsion est-il l'unique fait de jeu à retenir? Nous parlerons bien sûr des joueurs en bref comme nous avons l'habitude, le jeu des pronos, le dossier de la semaine qui sera manager ou tacticien. Y a-t-il un profil type à l'OM d'entraîneur? Et en dernière partie d'émission, les questions à notre invité du jour que vous allez découvrir dans un court instant. Pour m'accompagner ce soir, l'équipe du OM Talking Geneva sera composée de Flo, de Christopher, de Raph. Bonjour messieurs. Bonjour à tous. Et nous avons l'honneur d'accueillir une nouvelle arrivante au sein de notre équipe, Nathalie. Salut à toi, bienvenue Nathalie, qui va intégrer progressivement le talk. Bienvenue à toi. Et je vous parlais d'un invité. Alors, comment vous le décrire? C'est le commentateur vedette de RMC. Vous connaissez tous sa voix, vous avez forcément vibré en écoutant un de ses matchs ou à la radio ou à la télévision. C'est un passionné de sport, un passionné de foot. C'est une Bible à lui tout seul, j'ai envie de dire. Bonjour, Jeannot Rességuier. Merci de nous faire l'honneur d'être avec nous. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Merci de m'accueillir et un plaisir comme ça de participer à un talk avec des vrais fans de l'Olympique de Marseille. Bah c'est un plaisir, de vous recevoir vraiment. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet et parler de cette défaite à Rennes 2-1. Donc fin d'invincibilité après 14 matchs consécutifs à l'extérieur en Ligue 1. On va revenir avec toi, Chris. Est-ce un revers majeur ou anodin? Déjà, on peut dire que, sans parler de ça, le classement de l'OM n'est pas catastrophique non plus. Ouais, parce que si on jette un œil au classement, ce que vous devrez voir normalement là, après le montage de la vidéo, l'OM est en bonne situation. C'est-à-dire qu'on est quatrième à 27 points, excusez-moi, à 5 points du premier Lille, à 4 points du PSG. Ouais, donc si l'OM gagne ces 2 matchs de retard, en fait, l'OM serait virtuellement premier et peut toujours rêver de la place honorifique de champion d'automne, donc qui est un peu retardé cette année. Donc, je ne sais pas comment appeler ça, champion d'automne, champion d'hiver, enfin bref. Si jamais elle gagne ses 6 prochains matchs ou ferait mieux que ses adversaires directs, on y serait. Le coup de chance aurait été le nul de Lyon. Voilà, finalement, on est que à 3,2. Et le vrai gros point noir est que cette victoire rennaise les fait rattraper le peloton de tête à 3 points de l'OM. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt, on est toujours dans une bonne dynamique au niveau comptable. On est dans une bonne dynamique au niveau comptable, comme tu dis, mais est-ce qu'il peut y avoir une inquiétude sur la dynamique psychologique? On sait que on peut toujours être marqué par une défaite après ce genre de match. Oui, c'est pour cela que vraiment le match contre Reims est essentiel. Il faut vraiment remettre en avant une nouvelle dynamique, une nouvelle série finalement, et surtout aborder la défaite subie sous un angle revanchard, dont on reviendra un peu plus tard. Jeannot, l'OM a été sur une série, comme on a dit, de 14 matchs consécutifs sans défaite. Pour vous, est-ce que ça peut être un coup d'arrêt, cette défaite, ou vous voyez l'OM rebondir assez rapidement? Alors, moi, je vais préciser que je commentais ce soir-là le PSG contre Lorient et donc j'ai pris le temps pour participer à votre talk justement de regarder le résumé de la rencontre. Oui, il y a les 14 matchs, 14 matchs en défaite à l'extérieur. Moi, je vais rester sur la série des 6 victoires consécutives qui s'est arrêtée avec cette défaite, alors que là, on parlait d'une véritable bonne dynamique pour l'Olympique de Marseille. Et quand on faisait rapidement un comparatif, par exemple, avec la Ligue des Champions, on avait le sentiment qu'il y avait une motivation différente ou peut-être un peu plus de facilité pour l'OM dans le championnat. Donc, c'est un coup d'arrêt, mais avec des circonstances particulières. Et ça veut dire aussi, je rejoins Christopher, que pour vraiment montrer
qu'ils ont la capacité à réagir, il faut battre Reims en championnat de ce samedi parce que quelque part, il ne faut pas rester sur le doute. Sur le doute et à la fois, à la limite, sur les circonstances du match. On aura l'occasion d'en reparler avec notamment cette ouverture du score, cette entame de match qui est plutôt rondement bien menée, ce but de Gay, et puis derrière l'expulsion et de Gay et la blessure d'Amavi qui change complètement la physionomie de la rencontre, en tout cas pour les Marseillais. Alors justement, Jeannot, je voulais vous demander, vous avez eu la chance de pouvoir commenter aussi des matchs de l'OM en Ligue des Champions. Vous avez vu une équipe qui n'était pas forcément en réaction lors des matchs de Coupe d'Europe. Est-ce que vous pensez que l'OM peut vraiment être à réaction en Ligue 1, ce qui n'a pas été le cas en Coupe d'Europe? Je pense que pour la Ligue des Champions, alors j'ai pas eu la possibilité à cause de la Covid de me déplacer à l'Olympiakos. C'était compliqué dans l'accumulation des matchs que je devais gérer cette semaine-là. Mais tout s'est compliqué à partir du moment où ils ont pris ce but à l'Olympiakos. Ils rentrent de Grèce avec un score de 0-0 ou tout du moins avec un match nul. Ça leur aurait permis d'aborder le reste de la compétition différemment et notamment d'avoir la perspective d'une qualification pour la Ligue Europa qui restait le principal objectif parce que City était au-dessus, Porto était à mon sens aussi au-dessus et après ils sont tombés dans une très mauvaise dynamique d'une gestion compliquée du jeu et de l'enjeu. Quand on voit les buts encaissés par l'OM en Ligue des Champions, c'est juste incroyable de voir autant de fautes, même dans les dégagements de Mandanda, même dans la gestion de la première relance des défenseurs. Bref, un vrai cauchemar et très, très honnêtement, un peu de déception d'ailleurs avec Eric Dimeco de se retrouver à commenter l'OM comme ça parce que c'était pas vraiment l'OM que l'on attendait en Coupe d'Europe. Pas sur le fait qu'il pouvait aller chercher une première place de Ligue des Champions, mais surtout de montrer un autre regard dans des conditions particulières, un stade vide et surtout par rapport aux supporters, que ce soit ceux qui ne pouvaient pas aller au stade et ceux qui sont un petit peu partout en Europe et dans le monde et qui avaient envie de voir justement une équipe de l'OM être différente sur la scène européenne. Une fois que j'ai dit ça, je me rends compte que derrière, il y a le quotidien. Et le quotidien est plus facile à gérer pour Villas-Boas et pour les joueurs. Et donc d'être vraiment dans le tempo d'un championnat qui va être un championnat plus compliqué que prévu. Parce que déjà, le PSG a pris un mauvais départ, parce que Lille a montré rapidement qu'ils allaient être compétitifs malgré la Coupe d'Europe, que derrière Lyon, sans Coupe d'Europe, allait se montrer déterminant. Je n'enlève pas encore Rennes, je n'enlève pas encore Monaco, mais ça va vraiment se resserrer au niveau du podium et des places européennes. Et là, ça va devenir intéressant. Il y a 2 matchs en retard pour l'OM. Et dans la compétition, dans la compétitivité de ce championnat très resserré en haut, je pense que l'OM aura quelque chose à faire. Mais pour ça, il faut vraiment se concentrer sur l'élément principal, c'est-à-dire la Ligue 1, ce qu'ils ont eu du mal à faire sur la Ligue des Champions. Et oui, la Ligue 1, c'est un peu le gagne-pain de l'OM, en fait. Je vais rebondir sur un propos que vous venez de dire. Le cauchemar, c'était les mots d'AVB après cette campagne européenne. Alors, on va enchaîner sur un fait de jeu qui s'est déroulé, qui est assez important, même capital, j'ai envie de dire. Le second carton jaune qui a fait débat, le second carton jaune de Gay. Peut-on parler d'erreur d'arbitrage? Je vais me tourner vers toi, Raph, dans un premier temps. Oui, alors merci pour ton introduction, Rafi. Il faut savoir que quand Gay prend ce carton rouge, il y a déjà un contexte qui est assez tendu dans le match, c'est-à-dire que l'OM en première mi-temps, c'est seulement 8 fautes et 3 cartons jaunes. Alors que Rennes, eux, ont fait 11 fautes. Alors après, on peut parler de gravité des fautes, tout ça, mais il y a vraiment eu, on a l'impression que M. Turpin a voulu tout de suite mettre la main sur le match en mettant les cartons jaunes et ça a eu l'effet inverse. Alors, le carton jaune sur Gay est pour moi totalement. Le premier est totalement juste sur Kamavinga. C'est là aussi, mais j'y reviendrai plus tard quand on parlera de Gay sur l'intelligence du jeu. Et par contre, le second jaune, il ne voit pas Mbaye Niang derrière, qui est retenu en plus par Balerdi. Et c'est dans la continuité de son mouvement, c'est-à-dire qu'il a sauté pour prendre appui et c'est en retombant derrière qu'il lui met le coude. Alors, Raph, j'ai envie de te dire, ce débat, est-ce que c'est pas un débat plus large où on pourrait parler de l'arbitrage sur l'Olympique de Marseille depuis des années, tout simplement? Alors oui, c'est quelque chose qu'on remarque énormément ces derniers temps. Et même l'OM, ce qui est assez étonnant, a fait des communiqués sur son compte Twitter en affichant les stats après le match, des stats d'augmentation du nombre de cartons jaunes donnés par faute
à l'encontre de l'OM. Donc, ils ont fait une moyenne du championnat de France qui se situe à peu près à un peu plus que 15%, c'est-à-dire que toutes les 15 fautes, sur 100 fautes, l'arbitre va donner 15 cartons jaunes. L'OM se situe, et à peu près dans le haut du classement, à peu près à 23%. Et donc ça, c'est un gros débat parce qu'il y a Et quand on regarde depuis la saison 2017-2018, il y a une très nette augmentation de l'OM qui passe de à peu près 16% à du coup à 23%. Alors que, par exemple, si on prend Lyon, qui sont un peu nos rivaux, Lyon passe de 15% à 17%. Alors même s'il y a une augmentation, elle est quand même moins grande que celle de l'OM. Et donc ça, c'est le premier débat. Et le deuxième débat, ce serait par rapport à M. Turpin, qui est... on en parle beaucoup ces derniers jours. Alors bien sûr, je tiens à dire avant qu'on ne cautionne pas du tout le fait que des gens divulguent son adresse, le menacent, tout ça, ça reste, même si ça reste du sport, qu'il a fait pour moi un très mauvais match, on ne doit pas non plus l'insulter et le menacer comme ça. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Il faut savoir que Turpin, par exemple, il a arbitré 30 matchs pour l'OM en Ligue 1. L'OM a gagné 38 points, c'est ce qui correspond à 1,3 points par match, ce qui est assez bas quand on compare avec Lyon, pour qui il a arbitré 34 matchs, et Lyon, c'est 59 points, ce qui fait environ 1,7 points par match. Et quand on parle du PSG, c'est 31 matchs arbitrés pour 65 points gagnés par le PSG. Et l'OM est très défavorisé, notamment aussi au niveau des pénaltys. Il y a eu 8 pénaltys en tout sifflés contre l'OM. Ok, alors Jeannot, je suis obligé de vous demander votre avis Ouais. sur ce deuxième carton jaune. Pour vous, est-ce qu'il fait débat, quoi? Dans la globalité, d'ailleurs, je réagirai par rapport notamment aux chiffres évoqués par Raphaël. Sur le carton, le deuxième jaune, j'ai joué à l'arbitre vidéo, j'ai joué à l'assistant vidéo, puisque comme j'ai pas commenté le match, j'ai pris le temps d'aller voir les images et de me mettre à la place de Clément Turpin. Même si je pense que en voyant les images de plus près avec l'écran sur le bord du terrain et avec les angles proposés, je pense qu'on est obligé de se rendre compte que le geste de Gueye est involontaire. Il est involontaire dans sa prise d'élan, dans sa façon de se reculer pour aller donner ce coup de tête dans le ballon, et dans ce déséquilibre de l'extension, il est obligé de se servir de ses mains. Ou alors, je ne sais pas comment on peut faire réellement pour avoir une aussi belle extension, j'ai envie de dire, par rapport au physique de Gueye. Et qu'à ce moment-là, effectivement, il met le coup de coude à Mbagnan, qui en plus, lui, est un peu bloqué par la présence de Balerdi. Donc, je pense que de tout ça, et en tenant compte du contexte de l'action, pour moi, le carton jaune est sévère. Je n'irai pas jusqu'à l'erreur d'arbitrage. Je dirais simplement que dans ce genre de situation et dans l'utilisation du VAR, et pourtant Clément Turpin fait partie de ceux qui ont utilisé très rapidement l'assistance vidéo, qui se sont mis aussi dans la position de l'assistant vidéo. Pour moi, c'est malheureusement des situations que l'on constate depuis la mise en place de l'assistance vidéo, où le doute existe. Mais quand il y a le doute, et par rapport à ce qui se passe avec l'UEFA, où on essaie d'enlever très rapidement le doute à l'arbitre, pour moi, le doute, on ne l'enlève pas tout de suite à l'arbitre dans notre championnat de Ligue 1. Et dans la prise de décision, Clément Turpin doit prendre tout de suite la décision d'aller voir l'image et de se rendre compte par lui-même, tout en ayant la discussion avec son assistant vidéo. S'il fait ça, et si ça se passe comme ça, il n'y a pas de deuxième carton jaune pour Gueye. Après, Marseille peut intervenir aussi post-match pour demander à ce que ce deuxième carton jaune soit enlevé. Ça, c'est un peu plus compliqué. Mais on est dans un fait de match. On n'est pas dans une erreur d'arbitrage. Pour moi, on est dans un fait de match et dans la complexité de la gestion de ça. On reparlera des cartons, parce que j'ai vu que Christopher avait levé la main. Alors d'abord, d'abord la première partie de l'émission est terminée. Donc si vous êtes sur Instagram, rejoignez-nous sur YouTube. Vous n'allez pas le regretter. Nous sommes avec Jeannot Rességuier. Si vous êtes sur YouTube, ne changez rien. Christopher, je te donne la parole. Tu voulais réagir aux propos de Jeannot. Oui, je voulais simplement rajouter le fait que moi, mon souci, c'est effectivement, donc ça saute, ça siffle, hein, ça se siffle, et même ça se cartonne. Pour moi, il y a rien de choquant à mettre un carton jaune sur ce genre d'action. Pour moi, le gros souci du match, et le gros souci de cette action particulièrement, c'est la psychologie. Et d'ailleurs, quand on regardait AVB aujourd'hui en conférence de presse, ce qu'il reprochait beaucoup, c'était le manque
de discussion que pouvait avoir l'arbitre avec le joueur, le manque de considération qu'il avait pour eux, et même finalement il trouvait en fait qu'il y avait une sorte d'injustice parce que on pouvait le trouver plus proche des joueurs rennais que des joueurs marseillais, et c'est vraiment ce mur en fait qui a créé aussi cette ambiance-là et qui crée en fait pour moi cette chose très fausse en fait au niveau de l'arbitrage et au niveau de ce carton rouge. Christopher, Ok. par rapport à ce que tu viens de dire, la chose qui me dérange, c'est qu'on fasse une fixette sur un arbitre, quel qu'il soit. C'est tellement dans la difficulté aujourd'hui, même pour le meilleur arbitre français, ce qui est le cas de Clément Turpin, qui arbitre au niveau international, c'est tellement difficile aujourd'hui d'arbitrer de façon, on va dire, physique, psychologique, et de tenir compte de l'assistance vidéo, qui doit être une aide et qui parfois se transforme en presque à la limite une accusation pour l'arbitre parce qu'il ne l'aura pas prise la bonne décision en écoutant l'assistant vis-à-vis des supporters ou des téléspectateurs en l'occurrence, ou des auditeurs quand on est à la radio et qu'on décrit ce qui se passe. Alors au-delà de la psychologie où je suis d'accord, c'est plus dans l'interprétation physique de l'action. C'est ça, moi, qui me gêne. Et s'il ne peut pas le gérer dans l'instant T, et j'ai écouté le commentaire du match chez nous de Xavier Grimaud, dans l'instant T, pour lui, il n'y a pas de faute. Et il met du temps à se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose. Donc, c'est ses propres yeux du commentateur. Et par rapport aux propres yeux de l'arbitre, on peut dire qu'on n'est pas très loin de la même chose. Mais l'avantage, c'est qu'il y a l'assistance vidéo. Et que dans ces cas-là, pour moi, si le débat est compliqué à instaurer en si peu de temps, on parle d'un délai au départ de 30 secondes, 1 minute, même si parfois ça s'allonge. C'est là où, à la limite, l'assistance vidéo doit justement assister l'arbitre sur l'interprétation de la situation. Et pour moi, la situation, elle est dans la prise d'élan. Et dans la prise d'élan, il y a des équilibres. S'il y a des équilibres, derrière, il y a geste. Oui, ça peut se siffler avec un carton derrière, mais tenir compte aussi de la situation du joueur qui avait déjà été averti précédemment. Alors, Raph, tu veux rebondir aussi Oui, bah, j'avais envie de rebondir sur ce que venait de dire Jeannot et sur cet aspect de la psychologie. Moi, personnellement, j'aurais pas mis le carton jaune si on se place du point de vue de l'arbitre parce que le match ne dégénérait pas. C'est une faute qu'il y a eu dans le jeu parce que oui, il y a quand même eu un contact, mais dans la psychologie, il n'y avait pas besoin. Le match n'était pas en train de s'emballer comme on a vu au Classico. Le match, il y avait quand même, il y avait du jeu et je trouve que ça, même pour l'attractivité de la Ligue 1 en général, ces genres de faits de jeu, ça coupe un peu les matchs qu'il peut y avoir parce que l'OM jouait bien, Rennes aussi, il y avait un bon rapport de force, ça pouvait promettre une belle affiche de Ligue 1 et je trouve que ça a un peu perdu de son intérêt de mettre ce carton rouge à ce moment-là. On voulait revenir sur du coup l'expulsion de Gay. Flo, pour toi, je pense qu'on connaît tous plus ou moins la réponse, mais tu vas nous dire ton sentiment. Ça a été le tournant du match. Bah, exactement, c'est le tournant du match. Je pense que Jeannot, Raph, Christopher l'ont dit aussi. Ça se siffle, ça se met carton, mais maintenant, voilà, est-ce que c'était nécessaire de le mettre? Je pense pas. Surtout avec la performance de Gay en ce moment. Enfin, pendant le match, c'était pas quelque chose qui méritait. Et pour toi, donc, est-ce qu'il y a eu d'autres tournants du match à noter? Ben, comme l'a dit Jeannot tout à l'heure, il y a la blessure d'Amavi. D'ailleurs, on vient d'avoir les résultats. C'est une blessure, c'est une rechute. Et ça serait à peu près 2 semaines d'arrêt, 2-3 semaines d'arrêt. Ça prouve aussi qu'il est là et qu'il est présent sur tous les matchs parce qu'il se donne. Maintenant, je pense que c'est son remplaçant qui a moins fait le boulot. Nagatomo, il est fautif sur le premier but parce que, au même titre que Balerdi, parce qu'il n'est pas forcément au marquage. Sur le deuxième, il est à l'ouest, il est en dehors de la surface, alors qu'il doit être quand même au duel, même avec sa petite taille, pour éviter un centre. Ce que fait Amavi, donc ouais. C'est la perte d'Amavi pour 2 semaines et la perte d'Amavi sur ce match parce que ça aurait été un autre match si Amavi serait resté sur le terrain. Merci à vous tous. On va passer aux joueurs en bref. Avec toi, Christopher, tu voulais nous parler de Dimitri Payet, donc qui a fait jusqu'au carton, on peut dire qu'il a quand même fait jusqu'au carton rouge, qui avait fait un bon début de match, quoi. Oui, jusqu'au carton rouge, c'était plutôt un excellent match. Moi, j'étais très convaincu
Surtout que je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de percussion physique dans les dribbles, quelque chose qu'on n'avait peut-être pas vu à ce niveau juste depuis le début de la saison. Et j'aimerais noter aussi la clairvoyance sur sa magnifique passe sur sa magnifique passe pour Gay. Ouais, moi je trouvais que c'était un très très bon match de Payet jusqu'à ce qu'effectivement toute l'équipe, après le carton rouge, il y a eu vraiment un avant-après carton rouge pour lui aussi, comme pour les autres, j'ai envie de dire. Ok, allez, on enchaîne avec toi, Flo. Tu nous parles de Balerdi, s'il te plaît. En fait, c'est comme ce qu'il a dit Christopher pour Payet. Balerdi, c'est la même chose. Il a plutôt bien commencé le match. Il a été là offensivement au tout début avec une tête sur un coup franc qu'il aurait peut-être dû cadrer parce que ça se marque. C'est une action finalement qu'on regrette à la fin du match. Et après le carton rouge, défensivement, il était à la ramasse, quoi. Il était à la limite dans ses interventions. Il perd le duel face à Traoré sur le premier but. Sur le deuxième, il est en déséquilibre, il n'est pas au marquage. Ouais, c'était un match difficile pour lui, même. Mais par contre, au niveau des stats, c'est autre chose. Il joue 37 ballons, il en perd 6. Il a 75% de passes réussies. Il fait 2 tirs. Mais alors, du coup, je me pose la question, est-ce que les stats déterminent forcément si un joueur a été bon ou pas? Et je pense qu'à l'occurrence, ici, c'est pas du tout le cas. Il a été bon avant le carton rouge, mais après le carton rouge, c'était le naufrage. Mais je pense pour tous les joueurs marseillais, quoi. Ok, super, je vous remercie. On va terminer avec toi, Raph, tu veux nous parler de Gay. Oui, alors Gay, il a fait quand même un assez bon début de match. Il est présent partout dans le terrain. On le voit sur son but. C'est un but que je trouve qu'il manque à l'OM, c'est frappe de loin. Parce que la personne il est en retrait. C'est un but qu'on apprend dans toutes les écoles de foot. Le centre en retrait, lui, il est derrière, contrôle, frappe, c'est limpide. C'est un peu des buts comme on voit souvent en Allemagne et que je trouve qu'il manque à l'OM pour faire la différence sur certains matchs. Alors, lorsqu'il prend son carton jaune à la 37e minute, je trouve que ça, en fait, c'est caractéristique d'un jeune joueur et d'un jeune milieu de terrain. C'est qu'il manque peut-être un peu d'intelligence de jeu, c'est-à-dire qu'il doit plus essayer de jouer le ballon plutôt que de faire cette faute. C'est un type de faute d'anti-jeu qu'on peut appeler de faute intelligente, mais qui se fait plutôt vers la fin d'un match. Et ça, c'est plus des choses, je pense que Strootman aurait fait, il aurait fait ça à la fin du match, mais Gay, il a fait un peu trop tôt, et je pense que c'est un peu ça qui conditionne la fin du match, et le fait qu'il prenne un deuxième carton jaune. Jeannot, est-ce qu'il y a un joueur qui vous a marqué plus qu'un autre sur ce match? Même si on sait que vous étiez à Paris. Ouais, sur ce match, sur ce que j'ai vu du résumé du match, non, par rapport au début du match de Gay, oui, il n'y a rien à dire. Après, je pense qu'il est en train de progresser déjà dans son jeu. Après, il faut qu'il progresse, comme l'a dit Raphaël, sur sa façon de gérer les émotions. La gestion des émotions, c'est plus compliqué pour lui. Peut-être aussi qu'il avait envie de prouver quelque chose face au gamin Kamavinga en face et que ça l'a amené à justement faire quelques erreurs individuelles. Je trouve que Thauvin est de mieux en mieux, participe de plus en plus dans le déséquilibre de la défense adverse. C'est là-dessus qu'on avait envie de le voir. C'est là-dessus qu'on n'avait pas trop vu jusqu'à présent, et notamment en Coupe d'Europe. Payet aussi. Et après, moi, je suis beaucoup plus pour Balerdi que Tchaletassar. Je trouve que ce garçon, même si, encore une fois, il y a eu ce carton rouge en Ligue des Champions, même si il est capable dans son placement, dans son replacement et dans sa façon d'anticiper, de rassurer un petit peu plus la défense que ne le faisait jusqu'à présent Tchaletassar. Et allez, on passe au jeu des pronos. OM Reims, c'est samedi à 19h. Votre pronostic à chacun. On commence avec toi, Raph. Moi, je dis un 2-0 pour l'OM. 2-0. Christopher. 3-1 pour l'OM. 3-1. Nathalie. J'ai pas entendu. 1-0, d'accord. Flo. Pour moi, ça sera 2-1. 2-1. Jeannot. Simplement, dans l'aspect sportif, je pense que Reims est capable de marquer. Donc déjà, je vois bien marquer un but pour les Rémois. Alors, je ne sais pas qui peut marquer, mais Marseille sera dans l'obligation de réagir. Donc, je vois plus une victoire 2-1 ou 3-1 de la part de l'Olympique de Marseille. Moi, je vais dire 3-1 aussi pour l'OM, et Christopher a dit ça, donc je vais vous suivre. On passe au dossier de la semaine. Manager ou tacticien, y a-t-il un profil d'entraîneur à l'OM? Alors déjà, on va dire qu'est-ce qui différencie un manager d'un simple tacticien. D'abord, pour se situer,
Raph, déjà, est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus, s'il te plaît? Oui, alors merci Rafi pour cette petite introduction. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'un manager et un tacticien, c'est deux aspects du coach qui, pour moi, se différencient notamment par les pays dans lesquels un coach va entraîner. C'est-à-dire qu'un coach ne va pas avoir le même aspect quand il entraîne en Angleterre ou en France, par exemple. En France, on a vraiment cette hiérarchie, le propriétaire, le président, quelques autres parties, comme par exemple à Marseille, le head of football qui est Pablo Longoria, et ensuite le coach. Alors qu'en Angleterre, on voit surtout le coach. On n'entend pas beaucoup parler des autres instances, comme par exemple à Liverpool, on parle beaucoup de Jürgen Klopp comme un manager. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, un manager, c'est quelqu'un qui va se projeter sur le long terme avec une équipe. Son but, c'est de construire vraiment tout le club autour de lui, de recruter tel joueur parce qu'il a telle caractéristique, de faire ces choix-là parce qu'il voit ce joueur pas se développer cette année-là, mais dans les années d'après. Et pour moi, c'est vraiment ça l'essence même d'un manager. Pour toi, quelles sont les différences avec un tacticien? Pour moi, un tacticien, c'est plus quelqu'un qui va un peu, ce serait un peu simple de dire ça, qui va se préoccuper du prochain match. C'est-à-dire qu'il va vraiment analyser le prochain match dans tous ses aspects, sans forcément voir derrière. Il va se concentrer sur une saison uniquement. Et lui, quand il recherche des joueurs, c'est plus, il va informer les recruteurs qui veut tel type de joueur, pas faire une obsession sur moi je veux ce joueur-là. Il dit, je veux plutôt un ailier droit qui va vite et qui prend plus la profondeur. C'est plutôt comme ça que, en tout cas, moi, je vois la différence entre un manager et un tacticien. Alors, Raph vient de nous expliquer un peu la différence. Flo, pour toi, est-ce qu'il y a des managers qui ont marqué positivement l'OM ces dernières années? Alors, je tiens à préciser que c'est ma culture assez récente parce que j'étais là quand il y avait Deschamps, mais je ne m'en rappelle plus. Donc voilà, je dirais Deschamps a marqué positivement et puis bien d'autres. Pour moi, de ceux que je connais, il y a Garcia qui a plutôt marqué positivement. C'était lui l'entraîneur de la bonne saison réussie où on finit 4e, juste à 1 point derrière Lyon. Son premier match avec l'OM, c'était le match face au PSG où il fait 0-0. Bon, il met le but derrière, mais il fait 0-0. Et puis il nous amène en finale d'Europa League. Finale malchanceuse. Sinon, après, pour moi, il y a aussi AVB, mais c'est un autre style de manager, c'est-à-dire que c'est un peu l'exemple de Mourinho, en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle The Special Two. C'est un peu quelqu'un qui gère l'équipe, mais qui gère aussi un peu ce qui se passe au niveau des médias. Enfin, du moins, c'est ce que j'en ai l'impression, quoi. Ok, et tu penses qu'il y a aussi malheureusement des managers qui ont marqué un peu plus négativement l'histoire de l'OM? D'après ce que je sais, ce que je connais de la personne, José Anigo a été plutôt négatif quand il a entraîné l'OM. Je pense que j'ai pas besoin de me justifier, juste à dire son nom, ça suffit, je pense, surtout pour nos auditeurs. Alors, on va parler maintenant des tacticiens, Nathalie. Pour toi, les tacticiens qui ont pu marquer le club? Bielsa, Elie Bourne et Goethals. Les trois. Okay. Sachant qu'à l'époque où c'était Tapi, c'est lui qui gérait tout le reste, donc eux s'occupaient juste des joueurs et lui s'occupaient de gérer vraiment le club, en fait. Le recrutement des joueurs et tout ça, eux s'occupaient vraiment de la tactique. Et tu penses que c'est quelque chose qui marchait à l'époque? Écoute, oui, il y a Bielsa qui a pu réussir, lui, à cibler les postes qui manquaient et qui a pu adapter aux joueurs la mise en place du jeu. Tu nous as parlé de Bielsa, on a entendu parler de Goethals. On pourrait aussi parler, on a entendu de Deschamps, on pourrait parler de Guéret, on pourrait parler de Roland Courbis. Jeannot, pour vous, manager ou tacticien? Je pense que les deux, pour moi, doivent être liés dans la structure moderne aujourd'hui d'un staff. J'aime bien le côté tacticien ou meneur d'homme de Bielsa de cette époque-là, de cette première partie de saison, mais qui malheureusement, au regard de l'effectif de l'époque, a monté ses limites d'un point de vue physique, même si on voit ce qu'il a réalisé avec Leeds et ce premier échec, puis ensuite cette montée en première ligue plus récemment. Deschamps, et je pense que la vérité elle vient de là, c'est que celui qui réussit, celui qui marche, celui qui est apprécié, c'est celui qui gagne. Et donc Deschamps a redonné la possibilité à l'OM de gagner
un titre de champion, une Coupe de la Ligue. Donc ça, c'est le côté positif. Après, je pense qu'il faut vraiment coller à l'image de l'OM, mais surtout dans le Marseille d'aujourd'hui, dans le Marseille du football d'aujourd'hui. Il faut que l'OM, de par ses dirigeants, apporte un effectif beaucoup plus important en qualité pour la quantité. Et le parcours en Ligue des Champions de cette saison le démontre clairement. Donc André Villas-Boas a réussi quelque chose d'important dans une saison un peu particulière, hein, qui n'est pas allé à son terme l'an passé, montre en championnat que justement il a commencé à prendre ses repères et utilise beaucoup mieux ses joueurs, même si je suis un peu déçu à titre personnel de l'utilisation qu'il fait de Cuisance, puisque c'est un joueur qui voulait, semble-t-il, à tout prix, et quand il le positionne dans son fameux 4-4-2 en losange, où il est derrière les deux attaquants, sa touche technique apporte un vrai plus. Donc voilà, je suis un peu déçu par rapport à ça, mais pour l'OM de demain, que ce soit avec Villas-Boas ou pas, puisqu'il est je ne sais pas s'il a vraiment d'ailleurs commencé les négociations, en tout cas il est en fin de contrat en juin prochain, la volonté c'est de s'inscrire dans la durée, mais la durée c'est compliqué pour un entraîneur, c'est encore plus compliqué en France, même si un manager qui est aussi un tacticien veut mettre en place sa propre patte et essaye justement que derrière lui, à la réserve, les U19 jouent de la même manière pour qu'on puisse récupérer des joueurs et les faire grandir dans la continuité. Mais la continuité en France, c'est très difficile, c'est très délicat. Pour l'Olympique de Marseille, je crois que la stabilité passera par le fait de pouvoir conserver André Villas-Boas. Pour moi, c'est l'objectif principal du moment, parce qu'il faut lever les doutes très rapidement en début d'année. Et justement, vous me faites une deuxième passe décisive dans ce talk, parce qu'on va parler de AVB justement. Oui, il se situe entre ces deux aspects de manager et de tacticien. Alors, Chris, je crois que tu voulais déjà, pour répondre à cette question, nous parler de sa story où il aurait posté un peu sa bibliothèque avec plusieurs livres. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, figurez-vous, littérature. Alors, oui, effectivement, dans cette story, on voit la bibliothèque d'AVB. Vous savez que AVB, fin communicant qu'il est, il poste jamais quelque chose dans sa story pour rien. Il y avait vraiment un message derrière pour moi. Donc j'aimerais revenir sur 5 de ses livres. En fait, pour moi, ce qu'il a exposé là dans cette story, c'est un peu en quelque sorte sa bibliographie de son mode d'action à l'OM et finalement de son management. Alors, tout d'abord, on va commencer par un premier livre, The Organized Man de Leviton, qui est considéré comme l'ouvrage le plus important jamais écrit, justement, devinez sur quoi? Sur le management, comme par hasard. Il explique dans ce livre notamment l'importance des individualités dans une organisation et que finalement ces individualités ne devraient jamais être dissoutes, mais au contraire mises en avant. Donc c'est assez intéressant quand on regarde en fait comment AVB finalement manage ses joueurs individuellement aussi et comment on le voit notamment dans la presse vis-à-vis d'eux. Après, je vais revenir sur un autre livre, beaucoup plus philosophique cette fois-ci, qui est là, c'est Del sentimento tragico de la vida de Miguel Unamuno. Donc désolé pour mon espagnol. Voilà. Donc ça signifie le sentiment tragique de la vie. C'est une œuvre philosophique espagnole, en espagnol d'ailleurs, parce qu'il faut rappeler comme que AVB parle, je crois, 5 langues, si je ne dis pas de bêtises, dont l'espagnol. Et d'ailleurs, dans cette bibliothèque, on peut observer qu'il y a ici de l'anglais, du portugais et donc de l'espagnol. Donc cette œuvre parle de la finitude de la vie, de l'irrationalité du désir, de mortalité, contrairement à l'âme, qui serait-elle éternelle. Et il revient sur le sentiment quichotesque. Donc, vous savez, le sentiment quichotesque vient de Don Quichotte. Hein, et qui c'est Don Quichotte? C'est celui, et il revient dans ce livre d'ailleurs, celui d'être fidèle devant ses idéaux, être celui qui ose affirmer le monde de ses croyances. Et ça, c'est fort parce que vraiment, quand j'ai lu en fait justement l'ouvrage cet après-midi, je me dis waouh, c'est complètement AVB aussi. Il y a également un autre livre, Behave, de Robert Sapolsky, scientifique, un ouvrage sur le comportement humain, qui analyse vraiment trait pour trait, analytiquement, ce qu'il y a de bon et de mauvais en nous, avec cette question, pourquoi faisons-nous ce qu'on fait? Donc voilà, après, ouvrage très important, le flow. Alors, le flow. Atteindre le flow, ça se dit aussi être dans la zone. Le flow, c'est un état totalement centré sur la motivation. C'est une immersion totale qui représente peut-être l'expérience suprême, employant les émotions au service de la performance et de l'apprentissage.
Dans le flow, les émotions ne sont pas seulement contenues et canalisées, mais en pleine coordination avec la tâche s'accomplissant. Le concept d'être dans la zone durant une performance athlétique correspond à la description du flow. Pelé, d'ailleurs, est dit dans le livre que être dans la zone, pour lui, c'était d'être ressentir comme un étrange calme, une sorte d'euphorie. Il a eu l'impression de pouvoir courir une journée entière sans fatigue, de pouvoir dribbler à travers toutes les équipes ou à travers tous, et qui pouvait vraiment physiquement en fait soulever des montagnes. Après, il y a aussi un autre livre qui continue de parler de ce flow. On voit pour lui que c'est important, hein, avec The Rising of Superman, donc la naissance de Superman. Alors l'auteur revient encore une fois sur ce flow, et particulièrement en fait cet auteur-là va essayer de démontrer toutes les capacités hors du commun que les sportifs peuvent atteindre grâce au flow. Et voilà, donc en fait, en conclusion de ces livres, on peut dire que cette bibliothèque est intéressante car il me semble qu'on y trouve l'essence de ce qu'est être un manager pour AVB. Tel Don Quichotte, il a ses idées sur le football, il ne transige pas sur celle-ci, il les tiendra jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences. C'est un meneur d'hommes qui favorise l'expression des individualités, et pour y arriver, il s'appuie sur la science du comportement et positiver les aspects émotionnels pour optimiser la performance. Jeannot, je crois que vous vouliez rebondir sur cette belle explication littéraire. Non, c'est très bien, c'est très intéressant de la part de Christopher. Non, je voulais apporter une petite pointe d'humour et de sérieux à la fois. Je pense qu'il faudra, Christopher aussi, peut-être lui conseiller un bouquin sur la sophrologie, sur la maîtrise de soi-même, parce que ce qui s'est passé après le match contre Rennes, ce craquage sur un de nos confrères de la Provence, c'est juste pas possible. Alors, ce qui s'est passé après la conférence de presse, ça arrive, c'est déjà arrivé, même si c'était déjà limite. Après, le parking, je ne sais pas réellement ce qui s'est passé puisque je n'étais pas présent, mais je le trouve un peu nerveux dès qu'on commence à l'égratigner un petit peu. Il y a eu des critiques sur l'arbitrage, des critiques sur les consultants. Voilà, je pense que André Villas-Boas, avec le passé qu'il a, avec l'expérience qu'il a, il faut qu'il se maîtrise un petit peu plus, parce que je pense que réellement ce qui s'est passé là, après le match contre Rennes, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un entraîneur ait ce comportement vis-à-vis d'un journaliste. Oui, Raph, une dernière. Oui, c'est pour rebondir vite fait sur ce que vient de dire Jeannot. Tout à l'heure, il y a eu la conférence d'AVB où il est aussi revenu sur cet événement-là où il s'est excusé et qu'il a dit que oui, il n'avait jamais à faire ça. Il s'était trompé dans sa réaction, ça l'avait touché, mais qu'il regrette entièrement ce qu'il a pu faire. Allez, Chris, une dernière réaction et puis on passe aux questions à Jeannot. Oui, un petit détail que je tenais à dire aussi, c'est que en fait, AVB a aussi souligné le fait que c'est suite à une discussion avec McCourt, en fait, qu'il a fait ce communiqué, parce que c'est un communiqué qu'il a lu en conférence, hein, donc c'était vraiment cadré, et on voit à quel point, au plus haut niveau, en tout cas, de l'OM, clairement, c'est des choses qui ont été discutées et voilà, qu'ils n'ont pas voulu laisser passer. Oui, parce qu'à la fois McCourt et Jacques-Henri Hérault sont aussi quelque part des communicants. Eux aussi, ils savent que ce genre de situation nuit à l'image de l'OM, et c'est bien d'avoir récupéré cela de cette façon-là, et aussi rapidement par rapport à l'événement ou l'incident en lui-même. Allez, on passe à la dernière partie de l'émission. Cette partie vous concerne, Jeannot, c'est des questions à l'invité. Donc, on va commencer par les questions des internautes. D'abord, une question de Jean, qui est membre de l'OM Nation Genève. Alors, je tiens à le remercier parce que c'est l'un de nos plus fidèles auditeurs. Vraiment, il suit tous les talks et il nous pose une question à chaque fois. Bonjour Talk, bonjour Jeannot, bienvenue dans le Talk Genève. J'ai une petite question en toute franchise, sans langue de bois. Quel club en Ligue 1 vous prenez le plus de plaisir à commenter? Merci pour votre réponse. Merci les amis du Talk. À bientôt. Un club français? Club français ou... Cette saison, depuis le début de la saison, Lille. Parce que vraiment, c'est là où je me suis le plus régalé. Et j'inclus dedans les matchs de Ligue 1, les quelques matchs de Ligue 1 que j'ai pu commenter de Lille, plus les matchs de Ligue Europa. J'espère que ça fera plaisir à Jean, puisque Galette est marseillais, l'entraîneur du LOSC. Mais après, cette saison, pour l'instant, très honnêtement, ouais, à part Lille, je n'ai pas d'autres équipes qui m'ont vraiment enchanté, enthousiasmé, et qui m'ont permis de bien m'exciter sur un commentaire de match.
Mais pour le rassurer, le parcours de la Ligue Europa, de l'Olympique de Marseille jusqu'à la finale, ça a été, et surtout sur la phase à élimination directe, ça a été un pur plaisir, vraiment un pur plaisir. Et il y avait à la fois l'intensité, il y avait du jeu, il y avait surtout de l'ambiance parce que le stade Vélodrome a porté cette équipe. Donc voilà, ça c'est le petit clin d'œil marseillais. Allez, on a une question de Brian. Alors, tiens à vous préciser que Brian est un grand fan de vous, Jeannot, et qui considère que vous êtes un exemple pour tous ceux qui essayent de faire des émissions, des talks un peu comme vous, quoi. Ben, c'est Donc, sympa. il voulait vous faire cette dédicace avant de vous poser cette question. Et sa question est la suivante. Pour quelles raisons, selon vous, les chaînes de télé ne font pas confiance aux animateurs radio? Déjà, pour les animateurs ou les commentateurs radio, de les retrouver à la télé, c'est vrai que c'est rare. Chez nous, ils m'ont fait cet honneur et ce plaisir de m'ouvrir les portes du commentaire télé. Mais très honnêtement, c'est un exercice différent, pas simple du tout, parce que je vais rien inventer quand je vais dire que le commentaire à la radio, la voix, c'est l'image, alors qu'à la télé, il y a l'image et le commentaire, il est là pour accompagner l'image. Après, je pense que rien n'empêche un commentateur de pouvoir s'enthousiasmer, mais il faut que le match le permette. Et ça, en passant de la radio à la télé et en revenant à la radio, je me rends compte que c'est beaucoup plus simple de commenter une purge à la radio qu'à la télé, parce que il y a l'image comme témoin. En revanche, je ne sais pas pourquoi il n'y a pas plus de confiance que cela. En tout cas, chez nous, à RMC Sport, des commentateurs radio commentent aussi à la télé. Ça, c'est une marque de confiance, et c'est aussi démontrer qu'à l'intérieur d'un même groupe de médias, on peut arriver à faire confiance à des journalistes en place plutôt que d'aller en chercher d'autres. Ok, merci. On va passer aux questions des chroniqueurs. Allez, Raph. Oui, alors moi j'ai une question par rapport à la cérémonie FIFA The Best qu'il y a eu hier soir et par rapport à la catégorie entraîneur de l'année qui a élu Jürgen Klopp qui était en finale contre Marcelo Bielsa et Flick, l'entraîneur du Bayern. Pour vous, est-ce que c'est mérité pour Klopp ou est-ce qu'un autre entraîneur méritait plus que lui de remporter ce trophée? Hansi Flick le méritait parce qu'il a gagné la Ligue des Champions, parce qu'il a gagné le titre de champion d'Allemagne, il a gagné la Coupe. Enfin bref, il a réalisé quelque chose d'énorme avec une équipe qui était moribonde au moment où il l'a prise en main, qui était déstructurée, qui avait plus du tout d'organisation de jeu. Et il a relancé des joueurs, et je pense à Müller. Ouais, j'ai pas compris, très honnêtement, j'ai pas compris pour quelles raisons Klopp a été récompensé cette année. Bon, ok, il y a eu le titre, d'accord, le champion d'Angleterre attendu depuis tant et tant d'années, mais dans la globalité de ce qu'a réalisé Flick, qui arrive dans ce rôle d'entraîneur, je trouve que c'est dommage. Et pour moi, c'est pas normal. Alors, j'ai à une certaine époque participé au jury en tant que représentant français du vote de The Best. Je peux vous garantir que Flick aurait été premier dans mon vote d'entraîneur de l'année. Ok, merci Jeannot. On passe à la question de Flo. Alors, moi, je voulais savoir, qu'est-ce que représente Eric Dimeco pour vous? Est-ce que c'est juste un collègue ou c'est devenu un très très bon ami par rapport au match de l'OM en Champions League, par exemple? C'est un phénomène. C'est tout simplement un phénomène. Déjà, j'avais beaucoup d'appétence pour lui sur le côté joueur, sur le terrain, son abnégation, cette envie là, de montrer qu'il était fier de porter le maillot de l'OM. Bon, après, avec quelques excès parfois sur le terrain, et on le chambre assez souvent là-dessus. Après, pour l'anecdote, parce que c'est une vraie anecdote, Eric Dimeco, quand il vient en consultant dans les médias, il commence chez nous avec le Moscato Show, et à l'époque il écoutait l'émission Larquet Foot du dimanche matin que j'avais le plaisir de présenter avec Jean-Michel Larquet entre 2002 et 2012, et quasiment tous les dimanches il appelait, quasiment pour donner son avis, pour discuter avec Larquet, et à partir de là, avec Adrien Egouin, si vous connaissez bien la radio, ce qui est le cas d'RMC, qui fait partie de l'équipe du Moscato Show, à cette époque-là, il a recommandé à la direction chez nous de dire Eric Dimeco, il faut le prendre chez nous. La particularité qu'il a, parce que sur le parcours de 2018,
à la radio du titre champion du monde de l'équipe de France. Il était lu en studio et quasiment à peu près à tous les matchs, à partir du huitième de finale jusqu'à la finale. Et c'est ce que j'appelle un consultant participatif. Il n'est pas là que pour apporter son expertise, il n'est pas là que pour démontrer par l'image ou avec le ralenti que ce qui a été fait a été bien fait, ce qui a été fait a été mal fait. Il est là aussi pour participer à l'enthousiasme du commentaire et ça, c'est plutôt génial, quoi. Allez, on passe à la question de Nathalie. Alors, tout simplement, donc Jeannot, vous êtes journaliste. Pourquoi avoir choisi le sport? Pourquoi le journalisme sportif? Alors, j'ai d'abord pas choisi le sport tout de suite, puisque j'étais correspondant alors ça fait plus de 30 ans que je suis à RMC. J'étais correspondant dans ma région, à Toulouse. J'ai travaillé sur Bordeaux, je travaillé sur Montpellier. J'ai fait les faits divers, j'ai fait l'aéronautique, l'aérospatiale, puisque c'était et ça reste toujours le cœur de ce secteur d'activité à Toulouse. Mais depuis que je suis gamin, depuis qu'à 13 ans, j'ai écouté à Radio Monte-Carlo à l'époque le parcours des Verts. Puis 2 ans après le parcours de Bastia, j'ai dit ça, c'est un truc qui m'intéresse. Et puis j'ai eu la chance d'être un enfant de la radio libre, des radios libres. Et donc j'ai pu, à partir de 85, jeune, débuter là-dedans et m'essayer là-dedans. Et puis un concours de circonstances, plusieurs concours de circonstances, ont fait que j'ai eu l'opportunité d'être embauché, pigiste, puis avec un contrat, un CDD, puis un CDI, et avec toujours l'envie de devenir reporter sportif. Pas que dans le football, parce que le football, c'est arrivé sur le tard, mais j'ai un peu pratiqué le football, j'ai un peu pratiqué le rugby en étant gamin, parce que c'était le sport de ma région. J'ai surtout pratiqué le handball, mais de me retrouver à commenter du football, c'est plus qu'un privilège, quoi, aujourd'hui. C'est un réel bonheur que de pouvoir arriver à faire de ma passion mon métier. Et donc, je n'ai pas fait que du commentaire, je n'ai pas fait que du journalisme sportif, mais aujourd'hui, je suis très fier d'être arrivé à ce que je voulais faire. Donc, un petit peu de chance, mais bon, il en faut un peu de temps en temps quand même. Christopher, on enchaîne avec toi. Alors, moi, ma question, elle est simple, c'est-à-dire que moi, je suis un homme de théâtre. Moi, j'adore votre voix, justement, ce que je vous disais tout à l'heure un peu hors antenne. J'adore vous écouter, vous arrivez à transmettre, en fait, une émotion absolument incroyable quand vous commentez les matchs. Et moi, forcément, ce qui m'intéresse aussi, c'est un peu la technique derrière. Et en fait, moi, je suis toujours impressionné, justement, parce que, voilà, on dit c'est facile, voilà, il sait transmettre des émotions. OK. Mais quel a été le processus pour que vous arriviez en fait à ce personnage un peu que vous créez en fait quand vous commentez, parce que quand vous commentez en fait j'ai l'impression que c'est comme un personnage, moi quand je mets en scène un spectacle qui rentrerait sur scène, non? Est-ce que je me trompe ou... Je sais pas si je peux pas dire que j'invente un personnage parce que je suis moi-même, mais je rentre dans une part de ma personnalité, justement sur l'émotion, sur la passion, à faire partager aux gens qui m'écoutent. Parce qu'encore une fois, je suis un passionné de la radio, et que la radio, c'est quelque chose de magique. Justement, il y a la voix. Et au travers de la voix, les gens s'imaginent plein de choses, et qui se disent après quand ils voient la personne, ah bah je l'imaginais pas comme ça, tiens c'est bizarre, la voix ne va pas trop avec le physique. Enfin, vous savez, le genre de remarques qu'on entend toujours par rapport justement à la voix et au timbre de voix. Il n'y a pas de technique particulière, il y a simplement le fait de me dire, pour avoir discuté avec beaucoup de commentateurs sportifs et notamment à la radio et des radios étrangères, et en France aussi, avec notamment Eugène Sacomano, qui reste quand même une vraie référence parce que lui a apporté sa personnalité. J'espère que moi j'ai réussi à apporter la mienne de façon différente, et je dis à tous ceux qui sont en ce moment dans ce métier-là et qui vont arriver à progresser un peu plus et à se faire un nom, de ne pas aller copier, mais surtout d'essayer d'avoir sa propre personnalité. Donc pour moi, c'est juste d'être soi-même, d'être le plus naturel possible. Et après, quand on commente un match de foot à la radio et qu'on est tout seul, parfois, il faut apprendre à respirer, apprendre à maîtriser ses cordes vocales. Et la respiration, ça passe souvent par le ventre. Et avec, alors je me fais souvent chambrer, c'est pas parce que je ne fais que, pardon, 1m63, mais je commente souvent les matchs debout. Parce que ça permet justement de ventiler beaucoup plus et d'être un peu plus comme un acteur de théâtre, quoi. C'est pareil, et d'être beaucoup plus à l'aise dans l'enchaînement des mots, dans l'enchaînement des phrases et dans l'intonation. Il y a des moments où sur une action précise qui va durer, et c'est déjà énorme à la radio, 10-15 secondes, mais très animée, il faut avoir la possibilité de tenir jusqu'au but s'il y a un but. Et c'est là où la respiration doit venir d'en bas, et ça se travaille. C'est vrai que il faut surtout pas jouer un personnage, il faut surtout être soi-même et apporter
vraiment sa personnalité. Et donc, travailler autour de cette personnalité. Oui, Chris? Oui, moi, du coup, est-ce que vous souhaiteriez un jour peut-être vous essayer au théâtre ou au cinéma? Parce que finalement, en fait, déjà la technique de base, en fait, vous l'avez répété, répété. Enfin, la technique pure, c'est impressionnant. Vous l'avez en fait. Hein. Je ne sais pas si oui. Enfin, après le théâtre, oui, pourquoi pas. Mais après, le problème que j'ai aujourd'hui et l'avantage que donne ce métier de journaliste radio, pas que du commentateur radio, du journaliste radio, c'est qu'il y a quelque part une notion d'improvisation parce qu'on n'a rien d'écrit. On raconte ce que l'on voit, on explique ce que l'on voit et on doit traduire ce que l'on voit aux gens qui, eux, ne voient pas, mais nous écoutent. C'est l'exercice le plus compliqué. Je sais que souvent, je me fais chambrer quand je dis mais pourquoi tu insistes à chaque fois, corner de la gauche vers la droite, quand on regarde le gardien de but, Mandanda par exemple, ben justement, pour expliquer où on se trouve, pour que les personnes qui écoutent sachent comment se situe le jeu et surtout où se situe le jeu. Et le vrai témoignage là-dessus, et pour moi, je considère que c'est une vraie réussite dans mon métier, une réussite personnelle, c'est le compliment que j'ai reçu de 2-3 auditeurs non-voyants, dont un, Yvan Wanji, que l'on voit un peu, qui est un joueur de Cécifoot, qui est un joueur de l'équipe de France, et qui écoute tout le temps les matchs quand je commente, et qui un jour est venu avec moi commenter. C'était un France-Belgique au Stade de France, un match amical. Et je vous garantis que c'est impressionnant, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une vraie perception au travers de la voix, de l'intonation, du rythme que l'on donne. J'ai l'impression qu'il voit le match, quoi. Et quand il nous parle, il voit le match. Et ça, c'est le plus beau compliment qui puisse exister. Donc, pour revenir après au théâtre, c'est apprendre quelque chose, être sur un texte. Et je me demande si ça va pas être beaucoup plus difficile pour moi que d'être dans l'improvisation. Alors, je sais pas, peut-être qu'un jour, il y aura la possibilité de le faire au Jamel Comedy Club avec les stand-up d'impro, mais je ne suis pas là. Mais quelque part, peut-être plus à l'aise dans l'improvisation que dans la narration et après avoir appris un texte. Je sais qu'Éric Dimeco, Florent me parlait de lui tout à l'heure, l'a fait en première partie d'un spectacle de Moscato. Et c'est ça, c'est ce sur quoi il avait insisté quand on en avait parlé. Et il m'avait parlé justement de cette notion d'improvisation. Vous, au théâtre, c'est un texte qu'il faut apprendre et être dans le ton, être vraiment dans la répartie et bien respecter le plus souvent, quasiment à 100%, le texte appris. Et ça, c'est pour moi une grosse difficulté. Ça serait pour moi une grosse difficulté. Il y a Raph qui voudrait vous poser encore une question, s'il vous plaît, si vous permettez. Oui, moi je voulais savoir, je sais que vous allez comprendre vite fait, qui c'est qui a la meilleure Liga du monde? Celle de Fred Hermel, bien évidemment. La Liga Espagnola, bien sûr. Non, mais c'est vrai que Fred, c'est le clin d'œil à ce personnage qui est Fred Hermel, notre correspondant du football à Madrid. Oui, aujourd'hui, je reste encore persuadé que en tout cas, moi, c'est le championnat qui me plaît. Oui, j'accroche beaucoup plus sur le championnat espagnol. Et puis aussi sur le fait que j'ai toujours été passionné par le football de Barcelone. Voilà, ce jeu de Barcelone qui malheureusement a disparu ou disparaît de plus en plus. Peut-être qu'il reviendra avec Xavi s'il y a le changement de présidence en janvier prochain. Et on verra ce qui se passera contre le PSG en huitième de finale. Alors justement, vous parliez, Jeannot, des matchs que vous accrochiez. Moi, ma question, ça serait, elle aurait un peu rapport avec ça, en fait. Si vous aviez la possibilité de remonter dans le temps, quel match vous auriez aimé recommenter, revivre, quoi? J'ai pas commenté la Coupe du Monde de 98 avec l'équipe de France. À l'époque, c'était Radio Monte Carlo, c'était pas le RMC d'aujourd'hui, mais j'avais vécu un moment fabuleux. Donc, j'ai recommandé la finale de 98 dans des conditions un peu particulières pour une série d'événements qu'on avait mis en place autour des intégrales foot et de l'after derrière. Celle-là, j'aurais aimé la commenter, ça c'est une évidence. J'aimerais bien recommenter la finale de 2000 parce que ça reste un moment extraordinaire d'avoir pu commenter ce match-là, en plus avec mon mentor avec lequel je commentais du rugby, Didier Bonne, qui nous a quittés. Et donc, c'était avec lui que j'avais commenté cet événement et puis de voir l'enthousiasme des Italiens et puis tout de suite se rasseoir quand il y a eu d'abord l'égalisation puis après le but à Nord. Donc ça, c'est le côté, ouais, j'ai envie de revivre ça.
Et après, pour le côté dingo du match, et parce qu'on est avec des supporters marseillais, le OM Leipzig, quoi. Voilà, recrier après Sakai en lui disant mais vas-y, vas-y, le but est ouvert, vas-y, frappe, n'hésite pas, n'attends pas. Enfin, ça, c'est un match de dingo, quoi. Ça, c'est tout simplement un moment extraordinaire. Et ouais, j'aimerais bien le refaire. Le but de Valbuena aussi, avec l'OM à Liverpool. Petit vélo, là, quand il la décoche comme ça, ouais, ça, c'était des moments sympas. Mais ça, c'était avant. C'est le passé. Je suis sûr qu'il me reste encore des bons moments de foot à commenter, et puis surtout d'avoir eu le plaisir et le privilège de commenter une finale gagnante de l'équipe de France à la Coupe du Monde en 2018 après avoir essuyé l'échec de 2006, quoi. Alors, on n'en doute pas qu'il vous reste encore de beaux matchs à commenter avec l'OM et avec d'autres équipes, bien sûr. Jeannot, merci infiniment. C'était un réel plaisir de vous avoir avec nous. On a passé un moment formidable. Je pense qu'on est tous unanimes là-dessus. Merci à vous tous. Merci de nous avoir suivis. Et on se retrouve bientôt pour un nouveau numéro de OM Talking Geneva. Allez, salut à tous. Portez-vous bien. Ciao, Salut. merci. Salut!